d'avoir accepté de venir parmi nous pour cette deuxième conférence de l'année, au mandat. Donc Ghislain Deslandes, vous êtes docteur en philosophie de l'Université Paris 1. Vous êtes également titulaire d'une habilitation à diriger des recherches en sciences de gestion suite à votre diplôme à Paris Dauphine. Vous avez commencé une carrière dans le secteur de la presse. Vous avez notamment été éditeur de presse et entrepreneur dans le secteur digital pendant 10 ans. Puis vous êtes devenu enseignant-chercheur et professeur de management à l'ESCP Business School. À l'ESCP, c'est ça ? À l'ESCP, vous êtes connu également pour avoir été directeur scientifique du MS Management des médias depuis 1997 et pour vos nombreux ouvrages qui concernent les questions d'organisation et de leadership, notamment dans les industries médiatiques, et vos travaux s'intéressent aux théories du management revisitées sous l'angle éthique et philosophique. Vous avez publié différents essais comme l'essai sur les données philosophiques du management et l'essai critique de la condition managériale. Sur le plan philosophique, vous vous intéressez à l'histoire de la pensée, vous travaillez sur Paul Ricoeur, Pascal, Kierkegaard ou encore Bergson, et vos travaux portent notamment sur la philosophie de la religion, sujet de votre livre « Qu'est-ce qu'un antiphilosophe ?» dans lequel vous élaborez un antiphilosophisme à partir des œuvres de Kierkegaard et de Pascal. Vous développez également ce sujet dans court traité sur la recherche d'une première vérité consacrée au philosophe breton Jules Lequier. Évidemment, autant on le connaît. Ah oui. Merci Morgane pour ces quelques mots de présentation. Tout était parfaitement exact. D'ailleurs, la plupart des choses que vous avez évoquées à la fin, c'est ce dont je vais parler ce soir en fait. C'est un peu cette idée qu'on avait retenue ensemble. Alors peut-être, j'ai prévu un PowerPoint, je ne suis pas sûr que ce soit très très utile, mais enfin, ça structure un peu mon propos. L'idée c'est quand même de sortir un peu des cours et de vos obligations scolaires habituelles. J'imagine que c'est aussi ce dont vous êtes en quête au travers de cette expérience botanique et philosophique. Donc vraiment, oubliez ça. C'est juste à titre illustratif. Vous n'êtes absolument pas obligé de le regarder ni de le considérer comme important, mais c'est juste pour structurer un petit peu mon propos et puis peut-être aussi pour moi de voir un peu où j'en suis et jusqu'où j'interviens quand je commencerai à avoir quelques fatigues s'amorcer. J'arrêterai et puis on passera aux questions dans 3 quarts d'heure ou 1 heure. J'aurais peut-être pas tout à fait fini mon PowerPoint, mais c'est pas très grave. Il n'est pas forcément prévu pour être présenté jusqu'au bout. Alors, oui, d'abord, je voudrais dire 2-3 choses. Je suis très content d'être invité au jardin de l'ESCP. Je ne connais pas, je connais bien l'ESCP parce que j'y suis depuis 1994, donc ça fait à peu près 30 ans. D'abord comme étudiant, et puis après j'ai fait tous les jobs à peu près ici. Mais le jardin de l'ESCP, j'étais jamais venu. Donc c'est une belle occasion pour moi de vous rencontrer et de vous féliciter surtout d'avoir créé cette affaire il y a donc 2 ans, 3 ans, de 2021, je crois me souvenir, à votre initiative d'étudiant. C'est ça que je trouve assez remarquable, puisque Samuel était venu me voir au milieu de l'année pour m'annoncer cela, mais la décision était déjà prise et au fond, l'initiative vient des étudiants de l'ESCP et pour eux, par eux, sans que les professeurs ou qui que ce soit d'ailleurs interviennent dans ce choix que vous avez fait de créer cette affaire-là. Donc c'est remarquable puisque nous, côté professeurs, on a un peu vécu la même histoire, c'est-à-dire qu'on s'est demandé il y a quelques années comment les humanités et la philosophie pouvaient continuer d'exister à l'école, comme elles ont toujours existé en réalité. Et on a créé donc ce cours qui s'appelle Humanité et Management et qui est une petite chose dans l'environnement ESCPien, pédagogique, mais comme l'est le jardin dans l'univers des associations de l'école. Mais c'est pas parce que c'est petit que c'est pas important. C'est-à-dire qu'il y a cette notion de je ne sais quoi ou de presque rien chez Jean Kélévitch, et on est un peu là-dedans. C'est-à-dire que ce cours Humanité et Management, c'est 24 heures dans votre formation, donc une goutte d'eau, mais ça existe. Ça existe et c'est obligatoire et c'est animé par des professeurs de l'école et c'est aussi vécu un peu sur le mode de l'engagement, puisque la plupart d'entre nous avons d'autres responsabilités à l'école. Moi-même, j'enseigne pour l'essentiel. Le gros de mon travail ici, c'est d'enseigner le management des médias et de la culture. Je suis assez loin, en fait, des questions philosophiques. Mais les cours de management sont des cours de management, ce ne sont pas des cours de philosophie. Quoique, enfin, il y a en tout cas une dose de philosophie peut-être. En tout cas, pour l'essentiel, ce sont des cours de management.
Donc vraiment félicitations pour ça, c'est une magnifique initiative. J'ai vu que vous aviez ouvert en plus l'association à d'autres écoles, ce qui est très bien. Vous enregistrez, vous avez invité un certain nombre d'intervenants de haut vol. J'ai suivi une ou deux conférences qui ont été prononcées, c'est tout à fait intéressant. Merci aussi à quelques-uns, je pense à Céline Spector ou à Francis Wolff d'être venus à votre rencontre et de jouer le jeu. Donc bravo, et puis bravo à vous de les avoir convaincus de venir, ce qui n'est pas forcément une évidence. Alors, ce que je voudrais dire, oui, bon, et puis le jardin, c'est bien vu, parce que, pas seulement pour la référence aux épicuriens, mais on est dans un univers, comment dirais-je, fragilisé sur le plan environnemental, donc le fait d'avoir choisi le jardin me paraît une excellente idée. Et puis, on pourrait dire que la philosophie, c'est un peu le jardin de jouissance des philosophes. Et donc, on est quelque part entre la pensée et la planète. Et donc, c'est le bon endroit et c'est le bon nom. Et bravo à vous de l'avoir trouvé. Alors comment je vais procéder J'en sais rien, parce qu'en réalité, ce que je vais dire aujourd'hui, je ne l'enseigne pas. Vous avez reçu des collègues dont c'est le métier de faire en cours ce qu'ils viennent vous raconter ici. Moi, pas du tout, puisqu'en fait, si vous regardez mon parcours, mes enseignements, etc., ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est un peu mon jardin. Alors non pas secret, puisqu'il n'y a rien de secret, il y a des livres qui existent, mais c'est, je dirais, des sujets que je n'aborde jamais en cours ici à l'ESCP. Parce qu'en fait, ça correspond à une thèse que j'ai faite après mes études à l'école et que j'ai faite par pur intérêt personnel, intellectuel, pour aller au bout d'une aventure, d'une recherche personnelle. Et donc, ensuite, j'en ai fait un livre, etc. Mais ça n'est pas un sujet de cours, ça n'est pas pour moi un sujet de revendication de quelque manière que ce soit. Et d'une certaine manière, c'est un sujet dont je m'abstiens de parler dans le cadre de l'école. Il y a quelque chose d'un peu amusant pour moi que de le faire ici aujourd'hui, mais sur un espace qui n'est pas tout à fait celui de l'école. On est dans le jardin de l'ESCP, à l'initiative des étudiants, pour parler d'un sujet qui n'est pas le management. Et je m'en réjouis, parce qu'évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, à chaque fois que je prends la parole dans cette maison, c'est pour parler du sujet dont vous entendez vous-même souvent parler. Alors, est-ce que le jardin que je vais vous présenter, ça va être un jardin à la française, où l'imprévu doit se plier à un plan géométrique, ou est-ce que ce sera plutôt un jardin à l'anglaise où la surprise est volontairement recherchée? On verra. Ça dépendra du cours des choses et de la traversée qu'on va essayer de faire ensemble. Alors je vais faire une slide que je déteste. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours très peur qu'on enregistre quoi que ce soit. Je vais essayer de... Ce sera peut-être la plus ridicule de mes slides, elles le sont toutes, hein, par définition, mais celle-là l'est davantage que les autres. À partir du moment où on se pose la question de savoir qu'est-ce qu'un anti-philosophe, on va être obligé de se demander ce que c'est que l'anti-philosophie, et donc à un moment donné, on va bien être obligé de définir ce que c'est que la philosophie. Et évidemment, c'est une question qu'il ne faut pas poser, parce qu'elle est interminable, parce qu'on n'en verra pas le bout, et que bien entendu, je ne vais pas répondre à la question. Je suis bien incapable, et il y aurait tant à dire là-dessus. Alors, on peut quand même donner 2-3 jalons par rapport à ce que c'est que la philosophie. Et c'est pas facile, autant les mathématiciens n'ont pas de difficulté à dire ce que c'est que les mathématiques. Les philosophes ont du mal à dire ce que c'est que la philosophie, ils ont même du mal à se dire philosophes. C'est-à-dire que si vous écoutez une émission comme Profession philosophe, par exemple, sur France Culture, vous écoutez certainement d'une manière ou d'une autre, très bonne émission, qui fait intervenir des professeurs de lycée, des professeurs de fac, etc., en philo. Dès que vous leur demandez la question, alors c'est des spécialistes de Spinoza, de Kant, de Hegel, etc., si vous leur demandez s'ils sont philosophes, il y a une espèce de timidité en eux, d'humilité plus ou moins feinte, mais aussi raisonnable. Vous êtes un spécialiste de Kant, Kant est philosophe, est-ce que vous-même vous êtes philosophe? C'est pas complètement sûr. Donc il y a une espèce de retenue de la part des philosophes professionnels, des enseignants de philosophie, des historiens de la philosophie, des auteurs de philosophie, à se dire eux-mêmes philosophes. Alors c'est une candeur qui est assez touchante, qui est assez belle, parce qu'elle veut dire qu'on ne naît pas philosophe, qu'on le devient, qu'on ne le devient jamais vraiment, que devenir philosophe c'est pas facile, enfin c'est ça que ça veut dire. Et c'est donc évidemment très respectable. Alors, moi je n'ai jamais fait cette émission, devenir philosophe, j'en ai fait d'autres sur France Culture, mais pas celle-là. Et je serais bien embarrassé de dire que je suis moi-même de profession philosophe. Pour toutes sortes de raisons. Ici, comme vous l'avez dit, d'ailleurs, je suis professeur de management, officiellement. Et c'est la carte à laquelle je tiens le plus, puisque j'ai fait une HD en gestion pour être un professeur de management comme les autres. Ni plus ni moins. Mais avec peut-être une autre approche philosophique, comme d'autres utilisent d'autres disciplines transversales, extrinsèques,
intrinsèque dans la gestion, c'est-à-dire le marketing, la finance, etc., ou extrinsèque. Mais en tout cas, mon objectif ici, c'est d'être professeur de management. Et en même temps, quand même mon éditeur me présente comme philosophe, j'en accepte l'augure. Alors pourquoi? Pour une raison toute simple, c'est que moi je suis dans un univers, je ne suis pas dans un département de philosophie à la faculté, je ne sais quelle faculté, je suis dans une école de gestion où il faut essayer de maintenir une petite part pour la philosophie. Il faut essayer, parce qu'on est dans des univers, alors pas l'ESCP, mais autour de l'ESCP, dans les concurrents de l'ESCP, trouvez-moi où sont les philosophes. Où est le département de philosophie? Nulle part. Donc, il faut défendre cette affaire-là, parce que si on ne le fait pas, si on n'a pas le toupet de défendre cette affaire-là, le management tournera sans philosophie, ça ne gênera absolument personne. Alors, ça gêne personne qui ait de la philosophie, parce que les gens se disent, bah oui, après tout, pourquoi pas, on passe notre vie à parler de sens au travail et d'éthique professionnelle, etc. Bah, la philo, c'est quand même pas si inutile que ça, donc chacun comprend bien qu'après tout, pourquoi pas supporter un ou deux philosophes dans une faculté de gestion. Mais si on n'avait pas, personne s'en plaindrait. Donc il faut défendre un peu la philosophie. C'est pour ça que si mon éditeur est philosophe, ben, allons-y. J'y crois pas beaucoup moi-même, mais en tout cas, je contribue à la possibilité de conserver quelque chose qui serait de l'ordre de la philosophie dans un environnement où elle est la bienvenue, mais au fond, personne ne s'y intéresse vraiment. D'ailleurs, les philosophes, parce qu'il y a une société française de philosophie des sciences de gestion en France, qui regroupe un peu ces gens qui s'intéressent à la philo dans les environnements de gestion, je pense que c'est un peu sur le mode combattant, cette affaire. Je pense que le combat sera gagné le jour où on recrutera officiellement des philosophes dans les écoles de gestion. On en est encore très très loin. On ne recrute pas des philosophes, on recrute toutes sortes d'autres collègues éminents, mais des philosophes, aucun. Et en tout cas, je n'ai pas vu, moi, depuis quelques années en France, une offre d'emploi pour un philosophe dans une école de gestion. Alors, les définitions, vous les connaissez toutes, plus ou moins. C'est ça. Enfin bon, j'ai mis quelques noms: Descartes, Nietzsche, Kant, Fichte, je ne sais pas pourquoi j'ai mis cela, mais enfin, la philosophie, c'est admirer, s'étonner, c'est l'idéoleuse créer des concepts, même si on ne comprend pas toujours très bien ce que ça signifie. En tout cas, le mot est facile à utiliser, mais la pensée de Deleuze un peu moins. Ça peut vouloir dire faire du tort à la bêtise, hein, c'est un peu la vision que nous donne Nietzsche. Et puis il y a toutes sortes de définitions. En gros, un grand philosophe, c'est quelqu'un qui a répondu de manière un peu grandiloquente et convaincante à la question de savoir ce que c'était que la philosophie. Kant, avec ces 3 questions que vous connaissez: que puis-je savoir, critique de raison pure, que puis-je faire, que m'est-il permis d'espérer. Donc, vous avez toutes sortes de définitions qui circulent. Et je vais évidemment revenir sur aucune d'entre elles en particulier. Moi, j'aurais juste donné peut-être mes obsessions à moi. Alors, on pourrait peut-être, pour dire, entre profession, enseignant, chercheur en management et philosophe pour la bonne cause philosophique, on pourrait dire que, en étant un peu entre les deux, je pourrais me dire peut-être organosophe, c'est-à-dire quelqu'un qui apporterait une sorte de réflexion philosophique sur la gestion, sur l'objet organisation, qui est quand même l'objet central des sciences de gestion. Ça se discute, ça. On n'est pas forcé d'être d'accord. Et je viens, il y a quelques temps, d'écrire un papier avec mon collègue Jean-Philippe Bouilloux, que vous connaissez peut-être, vous avez forcément un cours, et qu'on a appelé de quoi notre métier est-il le nom. Et je parle officiellement, puisque le papier vient d'être accepté dans une revue française, c'est la Revue française de gestion, où on essaie de se dire comment se fait-il que dans notre univers de la recherche en gestion, il n'y a pas de qualificatif. Vous avez des sociologues, grâce à Auguste Comte qui a créé ce mot-là au XIXe siècle pour les sociologues, justement. Il y a des économistes, il y a des criminologues, il y a des vatinologues, il y a des œnologues, mais les chercheurs en gestion, c'est pas dire qui ils sont. C'est assez étonnant, ça. Alors on essaye, on fait des propositions à partir du mot organon, au sens quasi aristotélicien du terme, et on essaie de voir que c'est peut-être une organitique ou une organologie ou une organosophie. Enfin, on essaie de discuter un peu ces différents noms, en se disant de toute façon qu'il n'y en a aucun qui soit vraiment meilleur que les autres, mais que celui qui gagnera, ce sera celui dont la communauté scientifique éventuellement s'appropriera le nom. C'est aussi simple que ça.
Mais il y a un vrai enjeu derrière ça, parce que dans les médias français, si un des collègues de la maison ici sont invités pour parler de je ne sais quoi, on les présente comme des économistes, ou on les présente pas, justement. Ça, c'est un peu embêtant pour la discipline. Mais bon, laissons ça de côté. Alors, qu'est-ce que c'est que la philosophie, pour l'idée que je m'en fais en tout cas, de manière un peu schématique. Mais bon, ça vous donnera quand même quelques idées sur comment me situer dans tout ça. Alors, je dirais que la philosophie, je crois, c'est l'exercice qui consiste à dire de quoi est fait le réel. Parce que c'est ça la question qui est intéressante. C'est quoi le réel? Ou l'autre manière de poser la question, c'est de dire qu'est-ce qui est illusoire, qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est illusoire. Donc c'est la différence entre le réel et l'illusoire. C'est savoir faire la différence entre le réel et l'illusoire. On pourrait dire entre ce qui est important et ce qui est superflu. De sorte à empêcher en fait que le pouvoir que les illusions ont sur nous. C'est une stratégie d'opposition ferme aux illusions au pouvoir que les illusions ont sur nous. C'est refuser le pouvoir que les illusions ont sur nous. Et je dirais en art, en politique ou en management. Donc, si je parle de philosophie du management, pour reprendre la phrase, c'est avoir en fait cette capacité à distinguer le réel des illusions dans un univers qu'on appelle la gestion, qu'on appelle l'administration des affaires. Alors, qu'est-ce qui est réel? En fait, là, je vais utiliser les paroles d'un camarade qui m'était très cher, qui s'appelle Thierry Berlanda, qui est un écrivain, spécialiste de Michel Henry, qui est décédé l'année dernière, hélas, et avec qui je correspondais beaucoup, et qui m'avait envoyé un jour, et dont je le cite en vous parlant, sa réponse à lui, c'est de dire qu'au fond, depuis les Grecs, et ça a été renforcé par Descartes, par Galilée, par les sciences en général, on a acquis l'habitude que, en quelque sorte, le réel, c'est le connaissable, c'est le pensable. Donc, en gros, alors, c'est quoi le connaissable pensable? Ce sont les objets de pensée. Les objets de pensée. Et les objets de pensée, objectum en latin, ça veut dire ce qui est jeté sur mon chemin. Je ne sais pas si ça rejoint les intuitions de Jean Rollin dans l'ouvrage que Jerzy lit en ce moment. Mais en tout cas, le connaissable, c'est ce qui est posé devant moi. Vorstellung en allemand. C'est ce que je peux voir. En gros, c'est ça. Le connaissable, c'est ce que je peux voir. Alors, voir dans tous les sens du terme. C'est-à-dire voir avec les yeux du corps et voir avec les yeux de l'esprit. D'ailleurs, Husserl avait bien repéré que voir, c'est voir en chair et en os, mais c'est voir aussi en esprit. C'est en fait la même structure, c'est toujours un voir. Quand Archimède crie Eureka, c'est parce qu'il a vu quelque chose. Un mathématicien, il voit un théorème, un designer, il voit un profil de meuble, ou une voiture, ou autre chose. Donc, concevoir, c'est une façon de voir. C'est une certaine façon de voir. Alors, et là, je crois que le réel, c'est autre chose que ça. Le réel, comme l'indique un auteur contemporain qui est décédé en 2002, je crois, proche de nous, qui s'appelle Michel Henry, pour lui, le réel, ça n'a rien à voir avec cela. Qu'est-ce qui est réel? Ce qui est réel, c'est, nous dit-il, je caricature un peu, ou je vais vite, c'est le je éprouvant la soif. Ce dont je ne peux douter absolument, c'est que j'ai soif, j'ai faim. Donc c'est la joie, ou la souffrance, s'éprouvant donc soi-même en éprouvant ses sentiments. C'est ce qui nous distingue d'ailleurs de la machine, pour dire les choses un peu vite. Donc on n'a jamais vu ce je qui a honte, ou qui est joyeux, ou qui a faim, et d'ailleurs on ne pourra jamais les voir. C'est évident, mais cette chose-là, on ne le verra jamais. Alors vous avez tous déjà vu quelqu'un qui est joyeux ou qui a honte, mais ce sont des représentations de sa honte, ou des représentations de sa joie, mais non sa honte, ou sa joie à lui, ou à elle, ou sa soif, telle qu'il les ressent lui-même. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on est très proche de la phénoménologie en disant tout ça, c'est-à-dire qu'en gros, les signes de la chose ne sont pas la chose. Et là, donc la réflexion, la philosophie, c'est de savoir qu'est-ce qui est de l'ordre de l'objet et qu'est-ce qui est de l'ordre de la chose. Qu'est-ce que la chose? C'est la question de la philosophie, c'est qu'est-ce que la chose?
Et comme disait Wittgenstein, le mot chien ne mord pas. Le mot chien ne mord pas. Et on pourrait dire aussi, et là je cite Thierry dans le texte, je dirais, ce n'est pas mon œil qui voit, ni même qui se voit, ou qui me voit dans le miroir. Ce n'est pas cet œil que je vois dans le miroir qui me voit dans ce miroir. Non, ce n'est pas mon œil qui voit, mais c'est moi. Voilà. C'est pas l'œil qui voit, c'est moi qui vois. Alors, bon, c'est juste pour vous situer un petit peu ce qui moi, m'intéresse. Et là, vous avez cité critique de la condition managériale. C'est l'idée de partir de ça. C'est-à-dire qu'en management, ce qui nous intéresse, c'est les chiffres, les discours et, je dirais, les représentations, les logos, les images, etc. Alors qu'on a complètement oublié la chose. C'est-à-dire le fait que les organisations, ce sont d'abord des corps qui jouissent, souffrent, ont honte, dans le cadre de l'action collective, de la vie des organisations, etc. Donc en fait, la question du corps souffrant, pensant, jouissant, jubilant, bah, tout ça n'est nulle part dans les livres de management. Jamais. C'est un truc qui n'apparaît jamais. Alors que le management, ça n'est que ça. Ça n'est que cette question-là, en fait, si on y pense un peu. Je n'étends pas là-dessus, parce que c'est une autre conférence qu'on pourrait imaginer, mais qui ressemble aussi un peu à ce que j'ai essayé de dire à vos classes en début d'année. Alors, le problème, c'est que tout ce que je suis en train de vous raconter là, je dirais que c'est un cours de philosophie terminale. C'est pas très intéressant parce que c'est en gros tous les doutes que les philosophes ont sur la philosophie et ce que les philosophes ont à dire sur la philosophie. Mais moi, c'est pas ce qui m'a intéressé. Enfin, ce qui m'a intéressé, c'est ce que les non-philosophes pensent de la philosophie. En l'occurrence, alors je dis non-philosophes, en tout cas, deux auteurs qui ne sont pas en tant que tels philosophes. L'un se disait mathématicien, l'autre se disait même pas mathématicien, il était mathématicien et physicien. L'autre se disait dans sa correspondance poète-penseur. On a une poète parmi nous, et Kierkegaard se présentait comme ça, il ne se présentait pas comme philosophe officiel. D'ailleurs, il n'a jamais fait cours, il a essayé de le faire, mais ça n'a pas vraiment fonctionné à l'université. C'était un auteur. Donc on a un auteur d'un côté, on a un mathématicien de l'autre. Et ce qui m'a intéressé, effectivement, c'est de penser la philosophie au travers de ces deux auteurs-là, qui ne sont pas des philosophes classiques, appartenant à la tradition, et qui soient, je dirais, parmi les 3 ou 4 grands noms de la tradition, même si évidemment l'un et l'autre comptent pour un certain nombre de raisons et qu'ils ont leur part de voix dans l'histoire de la pensée. Mais en tout cas, ce ne sont pas des philosophes officiels. Alors, qu'est-ce que Pascal nous dit et comment Pascal répond à cette question? J'ai essayé de poser. Qu'est-ce que c'est que la philosophie? À quoi ça sert la philosophie? Il a une réponse absolument dingue, enfin, absolument inattendue et absolument fascinante, que j'ai d'ailleurs citée dans mon cours, si je me rappelle bien. C'est une pensée, donc là j'ai dit Brunswick 331, il dit 3 choses. Il dit on s'imagine que Platon et Aristote, qui sont évidemment les 2 grands noms de la philosophie, là, pour le coup ces deux-là sont philosophes, et Aristote c'est le nom qu'on lui donnait, le philosophe, on s'imagine qu'ils avaient des grandes robes de pédants, et en fait c'était des gens honnêtes, et comme les autres qui riaient avec leurs amis, et quand ils se sont divertis à faire leurs lois et leurs politiques, ils l'ont fait en se jouant. C'était la partie la moins philosophique et la moins sérieuse de leur vie. La plus sérieuse étant de vivre simplement et tranquillement. Donc ça c'est intéressant, ça veut dire qu'il nous dit en gros que la philosophie c'est pas la pose philosophique, c'est pas la posture philosophique, c'est pas la profession de philosophe, c'est pas un professionnel de la profession, le philosophe, c'est quelqu'un qui écrit des livres compliqués pour son divertissement. Donc la philosophie est un exercice sophistiqué de divertissement. Mais ce qui est vraiment philosophique chez Aristote et chez Platon, à qui on ne peut pas reprocher de ne pas être philosophe, c'est de vivre tranquillement avec leurs amis. C'est-à-dire qu'en fait, la vraie conférence de philosophie, pour Gercy et pour Monica, elle commence après la conférence, quand on pourra aller dîner tous les 3 tout à l'heure, parce que là, effectivement, on pourra vraiment être philosophe. Et là, maintenant, d'après Pascal, en tout cas, ça n'a rien à voir. Alors, il ajoute quand même quelque chose d'important, c'est que s'ils ont écrit de politique, c'était comme pour régler un hôpital de fous. La société des hommes, c'est un hôpital de fous. Les organisations sont des hôpitaux de fous. Je veux dire cette expression un peu
effrayant. Et s'ils ont fait semblant d'en parler comme une grande chose, c'est qu'ils savaient que les fous à qui ils parlaient pensaient être rois et empereurs. C'est-à-dire, et alors il ajoute, ils entraient dans leurs principes pour modérer leur folie au moins mal qu'ils se pouvaient. Alors, ça c'est évidemment très intéressant, puisque ce que nous dit Pascal, c'est que la philosophie, c'est tendre un miroir aux puissants, c'est raffiner l'oreille des décideurs, comme on dit aujourd'hui dans nos univers, c'est éclairer ceux qui ont un rôle important dans la vie sociale. Et Pascal les appelle les grands. Et les grands, ce n'est pas des gens qui sont particulièrement intelligents ou particulièrement intéressants. D'ailleurs, Pascal ne trouve pas beaucoup d'intérêt à certains grands, mais c'est une fonction. C'est-à-dire qu'ils ont un pouvoir sur le monde social. Et il faut les prendre pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire dotés d'un certain pouvoir. Et ce que nous dit Pascal, c'est qu'il faut rentrer dans leurs principes, c'est-à-dire qu'il faut comprendre comment ils fonctionnent pour essayer de les éclairer un peu sur qui ils sont. C'est-à-dire non pas des rois et des empereurs. Ça n'est qu'un personnage paramétrique. C'est confondre la chose et la représentation de la chose. Et c'est rappeler aux dirigeants qu'ils ne sont que des hommes. Et pour Pascal, ça a un intérêt, c'est qu'au fond, s'ils se souviennent qu'ils sont des hommes, ils seront pas des saints, mais moins brutaux, moins méchants, moins violents, moins bêtes. Voilà. Donc Pascal nous dit, la philosophie, ça sert à dire aux gens qui ont un rôle social, particulièrement, je dirais, impliquant, ou en tout cas avec une capacité d'agir forte, de les éclairer sur leurs conditions, de leur rappeler qu'ils ne sont pas les leaders qu'ils pensent être, qu'ils ne sont que des hommes qui se travestissent d'une position sociale importante, respectable, mais qui mérite un éclairage particulier que la philosophie est censée apporter. Alors, ça me rappelle, parce que parmi les héritiers de Pascal, il y en a beaucoup, enfin, il y en a un qui est quand même prégnant dans la littérature contemporaine, c'est Bourdieu. Bourdieu est un pascalien, dans ses méditations pascaliennes, il explique qu'il est bien plus proche de Pascal que de Marx. C'est tout à fait exact. D'ailleurs, beaucoup de bourdieusiens disent aujourd'hui à vérifier, qu'il n'a même pas lu Marx, alors que Pascal, il le connaît sur le bout des ongles. Et Bourdieu dit quelque chose que je trouve absolument formidable, et que j'aime beaucoup, d'ailleurs je l'utilise dans mon prochain bouquin, c'est la philosophie contribue à s'occuper sérieusement des questions qui ignorent les gens sérieux. Ça, c'est génial. Ça, c'est tout à fait pascalien. C'est-à-dire, s'occuper, la philosophie s'occupe, son occupation, c'est de papoter avec les amis philosophes, mais c'est aussi de s'occuper sérieusement des questions qu'ignorent les gens sérieux. Ça, c'est très intéressant. Alors, bon, derrière tout ça, il y a la libido dominandi, l'idée que chacun n'échappe pas à un orgueil de supériorité, à un désir de domination. On cherche à obtenir les grands emplois, comme dit Pascal, et puis on cherchera de passer de l'un à l'autre et même à devenir roi. Et si on a choisi le métier de la guerre, on la désirera constamment, l'actualité nous le dit assez, on la désirera constamment, car chaque victoire possible paraîtra toujours meilleure que la précédente, comme la prise pour le chasseur, le gain pour le joueur, la vérité pour le savant. Et là, je cite un philosophe commentateur de Pascal qui s'appelle Christian Lazeri, qui est professeur de philosophie. Et cette phrase, bon, vous connaissez sans doute, mais qu'il faut méditer quand même une fois dans sa vie, c'est « Le désir naturel de vaincre est présent en tout, et en particulier chez Pascal derrière le masque de l'humilité feinte. » Je crois que je soupçonne que Pascal s'inquiète plus des humbles, de ceux qui ont le masque de l'humilité, que de ceux qui ont le masque de l'arrogance. Le masque de l'arrogance, c'est une stupidité, c'est une bêtise. Mais ça dévoile déjà un peu le masque, d'une certaine manière. L'humilité est plus dangereuse, évidemment. Donc, le désir naturel de vaincre est présent en tout, jusque dans l'établissement de la vérité, jusque dans l'architecture des maisons, car, dit Pascal, si on était seul, bâtirait-on des maisons superbes. Si on était seul, bâtirait-on des maisons superbes. Alors, moi, il y a une chose qui... Alors, évidemment, la philosophie et l'antiphilosophie va partir de cette affaire-là. C'est-à-dire que ce que dit Pascal, c'est que ça, c'est la vraie philosophie, mais c'est pas ce que font les philosophes. Les philosophes professionnels, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont des postures philosophiques, chemise blanche ouverte, on va dire, posture télévisuelle, d'accord. Ils écrivent
des livres compliqués qu'on ne comprend pas, ou peu, ou mal, enfin bon. Et généralement, vous aurez noté que, notamment dans la période récente, est-ce que les philosophes se confrontent et accompagnent et conseillent les gens qui ont un pouvoir économique, politique, spirituel dans la vie contemporaine? Pas vraiment, ils se tiennent à l'écart. Ils se tiennent à l'écart, il n'y a rien de pire. Alors, bon, pas tous, puisque vous en avez fait venir quelques-uns ici, c'est faire la preuve que c'est pas complètement vrai. Mais se confiner dans un département entre soi, c'est pas du tout ce que Pascal suggère aux philosophes de faire. Il suggère au contraire de sortir et d'aller rencontrer les grands et de les éclairer. Bon. Alors, ça, bon. Et donc, on voit que l'antiphilosophie, c'est une critique de la philosophie, c'est une autre manière, je dirais, d'entrevoir ce qu'est la philosophie en tant que telle. Et c'est la raison pour laquelle, je dirais que s'il fallait une phrase, parce qu'il faut toujours maintenant une sorte de ligne qui va, comment dit-on aujourd'hui, une baseline, enfin il y a un autre mot pour ça, quelle serait la baseline de l'antiphilosophie? Et ben, c'est la phrase fameuse de Pascal, philosopher, c'est se moquer de la philosophie. Donc, philosopher, c'est se moquer de la philosophie. Donc, bon. Alors, moi, ce qui me fascine dans cette affaire, c'est encore un peu un autre sujet, mais quel est le grand philosophe qui ressemble quand même assez, enfin le grand philosophe de la tradition, reconnu comme tel, etc., quel est le philosophe emblématique de la philosophie qui finalement incarne assez bien la définition de Pascal donne ici? C'est la raison pour laquelle cette figure est tout à fait improbable, et que vous avez, Wolff d'ailleurs dans un de ses livres annonce que sur ce philosophe, il y a eu 16 000 travaux réalisés pour essayer de comprendre ces 24 dernières heures, c'est-à-dire sa dernière journée. Bah, celui qui, moi, me saute aux yeux quand je lis Pascal, c'est Socrate. Socrate, il était mal habillé, il était, on l'appelle le vraiment pas beau Socrate, donc il se fiche complètement de l'accoutrement. On voit bien que philosopher pour lui, c'est pas écrire des livres compliqués, puisqu'il n'écrit pas, et qui ne parle pas de manière compliquée. Et puis qu'à la fin, il passe son temps avec Alcibiade en essayant de lui expliquer des choses qu'Alcibiade d'ailleurs ne n'écoutera pas. À la fin, enfin, il rencontre ces jeunes gens un peu présomptueux qui prennent de l'assurance, qui vont piloter les affaires de la cité pour essayer de les éclairer sur leur ignorance. C'est ça, Socrate. C'est comme ça que je le lis en tout cas. Donc c'est intéressant parce que peut-être que la première figure de l'antiphilosophie, c'est le philosophe, par définition. Socrate. Alors je ne dis pas que Socrate est le premier philosophe, je ne vais pas me fâcher avec les présocratiques de cette assemblée. Mais bon, on va dire que Socrate est une figure importante, en tout cas. Alors, c'est intéressant parce que Socrate, c'est celui dont les philosophes ne savent pas quoi faire, en réalité. C'est celui qui résiste à tout système et qui, d'une certaine manière, résiste à toute philosophie. Socrate n'a pas de philosophie, c'est ce qu'a très bien vu Kierkegaard. C'est-à-dire que Socrate ne fait que ricaner, Socrate ne fait qu'ironiser. Socrate est le pur négatif. Socrate n'a rien à nous dire. Il ne fait qu'accoucher. Alors, bon, si j'essaie de poursuivre un petit peu ça, essayer de mettre quelques miettes antiphilosophiques dans le jardin des philosophes, et dans le jardin des philosophes de c'est bien, on va dire. Il faut évidemment revenir à cette figure centrale, parce que c'est lui qui a amené la notion dans la philosophie contemporaine, à savoir Alain Badiou. Alors Alain Badiou est il faudra l'inviter, il ne viendra pas, il faudra l'inviter. C'est un monsieur qui est assez âgé aujourd'hui, dont vous connaissez certainement le parcours, qui a plusieurs facettes, c'est moins que l'on puisse dire, mais c'est certainement un auteur, un philosophe important. Extraordinaire conférencier, dramaturge d'ailleurs, comme Kierkegaard d'ailleurs, qui allait beaucoup au théâtre, c'est-à-dire que les philosophes qui ont un goût pour le théâtre ont ceci de particulier. Et Badiou est un formidable, je trouve, auteur. Il a notamment écrit, dans le cadre au Collège international de philosophie, d'ailleurs, où il a été élu il y a longtemps, il a fait ce qu'on appelle un séminaire qu'il a continué pendant, je ne vais pas dire de bêtises, mais une vingtaine d'années,
et qui est composé d'une quinzaine de volumes chez Fayard. Et puis il y a un volume sur Platon, enfin un volume sur Malebranche, un volume sur Nietzsche, un volume sur Lacan. Donc c'est un travail d'historien de la philosophie qui est vraiment génial. Vraiment génial. Dans la littérature contemporaine, en philosophie, je ne vois pas ce qui équivaut à cette affaire-là. C'est-à-dire que le Malebranche en particulier, quand même, un philosophe qui ne fait pas rêver les fous, c'est un livre absolument génial. Son Nietzsche est génial, enfin, c'est vraiment très intéressant. Alors, je ne parle pas du militant et de celui du militant politique qui continue de penser, je ne sais pas comment, que la révolution culturelle est une chose formidable. Ça, je ne peux pas comprendre ça. Mais, en tout cas, comme auteur, il est absolument remarquable. Et il utilise cette notion d'anti-philosophie. Et donc, donc lui est philosophe, et il parle des anti-philosophes, qui sont en fait, non pas les ennemis, mais les opposants, les contradicteurs des philosophes, à la philosophie officielle. Et Badiou montre, c'est assez amusant, qu'il y a effectivement, Parménide a son Héraclite, Descartes a son Pascal, Hegel a son Kierkegaard. Il y a toujours une figure comme ça, une sorte de miroir anti-philosophique qui est tendu aux philosophes officiels. D'ailleurs, on note que les antiphilosophes ne sont pas philosophes de profession. C'est des gens qui sont... Alors, on pourrait dire que la philosophie, c'est la contre-idéologie même. C'est lutter contre la doxa, la philosophie. C'est la contre-idéologie. Et l'antiphilosophie, c'est la contre-idéologie dans la philosophie, en quelque sorte. Alors, qu'est-ce qui nous fait penser que Pascal et Kierkegaard, sur lesquels je vais revenir un peu, sont ceux que Badiou appelle, de manière assez drôle, il a énormément d'humour, Badiou, contrairement à l'idée qu'on s'en fait si on ne l'a pas lu, il les appelle des antiphilosophes à fort calibre. À fort calibre, c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il essaie de dire, c'est que ce sont des antiphilosophes à son niveau, et donc il l'intéresse. Et en fait, Kierkegaard a un passage qui explique tout, parce que j'ai plus parlé de Pascal que de Kierkegaard jusqu'à maintenant, mais Kierkegaard note quelque chose de très intéressant, c'est qu'il y a dans le discours des philosophes une espèce d'indépassable tension entre leur discours et leur vie, entre l'enseignement philosophique proprement dit et la contradiction dans laquelle se trouve celui ou celle qui la professe, qui le professe, l'enseignant. Et Kierkegaard dit lui-même, Pascal dit dans ses pensées, peu parle de, vous connaissez cette phrase, hein, peu parle de l'humilité humblement, peu de la chasteté chastement, peu du kéronisme en doutant. Donc il y a une espèce de contradiction insurmontable entre les paroles et les actes des philosophes, et on pourrait dire que les contradictions, on va dire, assaillent les représentants de la philosophie officielle. Alors, ça ne veut pas dire que chez Kierkegaard et Pascal, et chez les antiphilosophes, la philosophie n'est jamais dans le vrai. Parfois, la philosophie est dans le vrai, bien sûr. Mais c'est toujours, nous diront les antiphilosophes, au prix d'un manquement sur cet autre plan qui est celui du sens, on va dire. Pour utiliser le terme de notre ami commun Jean-Luc Morisseau, qui a beaucoup travaillé sur la question du sens. Alors, il y a donc une logique supérieure chez les antiphilosophes qui donne son sens à la vie elle-même et qui s'incarne dans une vie. Ce que je disais tout à l'heure, être philosophe, c'est papoter, vivre tranquillement avec ses amis. C'est vivre. Les amis, c'est important, mais c'est vivre. Alors, il y a un passage que j'ai vu chez Bourdieu citant Wittgenstein. Alors, je ne vais pas parler de Wittgenstein ce soir, mais Badiou en fait un antiphilosophe. Et Wittgenstein a cette phrase que vous connaissez sans doute, mais je la donne parce qu'elle est quand même importante. Wittgenstein, c'est un philosophe considérable au XXe siècle. Et il dit la chose suivante. Quel intérêt y a-t-il à étudier la philosophie si tout ce qu'elle fait pour vous est de vous rendre capable de vous exprimer de façon relativement plausible sur certaines questions de logique abstruse? Alors que lui, c'est vraiment sa spécialité, la logique abstruse. Et si cela n'améliore pas votre façon de penser sur les questions importantes de la vie de tous les jours, si ça ne vous rend pas plus conscient qu'un quelconque journaliste, dans l'utilisation des expressions dangereuses que les gens de cette espèce utilisent pour leurs propres fins. Donc, ce que les antiphilosophes disent, c'est qu'au fond, la philosophie, ce n'est pas un effort de théorisation, c'est une activité, c'est une action, c'est un acte. Le philosophe agit, le philosophe vit. Donc ça, c'est, je crois, la première idée qu'on peut essayer de garder de tout ce que je viens de vous dire.
Alors Badiou va développer toute une série de déterminations passionnantes, et en fait, passionnant et aussi très utile parce que les trois parties qu'il définit pour définir l'antiphilosophie, moi je les ai utilisées pour structurer mon livre, Antiphilosophie du christianisme. Je reprends les trois parties. C'est 1, destitution de la philosophie dans sa prétention théorique, ça je vous ai déjà dit un mot. 2, c'est mise à jour de la vraie nature de l'opération philosophique. À l'arrière-plan de sa prétention théorie supposée et discréditée, il y a un geste, je viens d'en dire un mot. Et 3, il y a une opposition à l'acte philosophique ainsi reconstitué d'un acte de type nouveau. Il y a un nouvel acte. L'antiphilosophie propose à la philosophie un acte nouveau. Alors, dans la philosophie du christianisme, ou en tout cas dans l'antiphilosophie du christianisme, on est quelque chose autour de la question de la foi et de la conversion. C'est de cela dont il est question, pour dire les choses un peu simplement. Alors, je ne sais pas si je suis en avance ou en retard sur mon agenda. Ce qu'on peut dire, c'est que Badiou affirme le caractère abominable. Alors, Badiou considère que les antiphilosophes affirment le caractère abominable et dégoûtant de la philosophie, son aspect criminel aux yeux des antiphilosophes. D'ailleurs, l'expression antiphilosophie, je n'ai pas enquêté là-dessus, mais Badiou reconnaît sa dette à l'égard de Lacan. Il a récupéré cette notion d'antiphilosophie auprès de Lacan. C'est pas lui qui l'a inventé, il l'a récupéré, il en a fait quelque chose. Enfin, c'est vieux comme la philosophie. Le désir, personne n'a inventé le désir, chacun, évidemment, a sa définition. Il est vrai que chez Kierkegaard, le terme de mauvais n'est pas absent du lexique utilisé pour évoquer la pratique philosophique qui, alors je cite à Kierkegaard, à chaque pas laisse tomber une vieille peau où se gîtent à qui mieux ces mauvais élèves. Donc les philosophes sont d'abord ceux qui, en nombre, se laissent duper par les effets de mode en matière de pensée, et le prêt-à-penser philosophique n'est qu'une peau morte. Voilà ce que dit fondamentalement Kierkegaard ici. Donc c'est une critique de l'intellectualisme, de la pensée systémique, des philosophies objectivistes, et on met en face le choix existentiel. On oppose en fait vérité théorique et choix existentiel, pour dire les choses un peu rapidement. Et donc l'idée que tout est pensable, c'est l'insupportable présomption du philosophe. C'est ce que disent les antiphilosophes. L'idée que tout est pensable, c'est une présomption, c'est une imposture. Voilà. Et c'est même fondamentalement nuisible pour la pensée elle-même. Alors, moi, je suis très reconnaissant à Badiou, parce qu'en fait, dans ma thèse, j'avais appelé ça convergence de trois chrétiens philosophes, pour dire que Pascal et Kierkegaard ne sont absolument pas des philosophes chrétiens. Bon, je suis bien en peine de dire s'ils sont chrétiens pour en parler, et on a dit au début qu'ils n'étaient pas philosophes, donc ils ne sont certainement pas philosophes chrétiens. Donc, je m'étais amusé à inverser en reprenant un commentateur de Kierkegaard qui s'appelle Vergotte, à qui il faut rendre hommage, qui n'est plus de ce monde aujourd'hui, et qui utilisait la question de chrétien philosophe. Chrétien philosophe pour dire qu'il y a une espèce d'ambiguïté. On reste chrétien peut-être, philosophe sans doute, mais ça vient après. Bon. Il y a comme ça une espèce de dialectique entre la foi et la pensée. Mais l'antiphilosophie m'a permis évidemment d'avancer un peu mieux mes pions, et j'en suis redevable donc à Badiou pour cela. Alors qu'est-ce qu'on peut dire entre Pascal et Kierkegaard? Je ne sais pas si ça vous intéresse, je ne sais pas si on a le temps pour ça, mais on peut peut-être... Qu'est-ce qui fait que ces deux-là vont bien ensemble? Qu'est-ce qui fait que ces deux-là sont un couple, un appariement prestigieux, particulièrement intéressant? C'est vrai qu'il y a entre eux des résonances qui sont assez surprenantes, des objectifs partagés, une unité d'esprit, qui, à mon avis, relève pas vraiment d'un accident conceptuel. Et d'ailleurs, une grande partie de mes travaux de philo de base, je dirais, c'est une tentative de mettre un nom sur ce phénomène, que j'ai appelé l'antiphilosophie du christianisme. Alors, je dis chrétien, mais c'est pour ça que je voulais garder on en avait parlé rapidement avec Morgane, j'avais été un petit peu sec dans ma réponse, mais je ne voulais pas que le mot chrétien apparaisse dans le titre de la conférence, parce que on pourrait dire de Kierkegaard et de Pascal que ce sont des œuvres dialectiques, ce sont des œuvres existentielles, ce sont des œuvres, surtout Kierkegaard, qui sont subjectives, elles sont polémiques.
voilà, par exemple, tout ça. Donc, le caractère chrétien n'est qu'un des aspects de la question. Alors, il y a un élément qui est intéressant là-dedans, c'est que la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Badiou est aussi philosophe qu'il croit l'être? C'est-à-dire que si on suit sa logique jusqu'au bout, il se pourrait bien que Badiou soit assez anti-philosophe lui aussi. Parce que chez Badiou, comme chez Kierkegaard, l'accent est mis sur la nature événementielle de la vérité. Et chez Badiou, la vérité, c'est l'événement. Grand concept contemporain de la philosophie, puisque les deux auteurs à fort calibre dans la philosophie contemporaine, qui sont Badiou et Marion, ça engage comment, si je viens de dire, font de ces notions d'événement la notion quasiment centrale de leur philosophie, à l'un et à l'autre, alors qu'ils sont on ne peut plus opposés en tout. Et donc, pour Badiou comme pour Kierkegaard, la vérité est quelque chose qui arrive, et non pas quelque chose qui existe simplement de manière logique et objective. La vérité, c'est ce qui arrive. Alors, il y a un autre auteur important, une auteure, je dis auteur avec un E, qui ne se prononce pas, mais qui s'entend peut-être, qui est Hannah Arendt, qui, dans sa crise de la culture, dit, dans son chapitre sur la crise de l'autorité, dit que Pascal et Kierkegaard sont ceux qui, grâce à qui le doute a été porté dans la croyance. Le rôle de Pascal et Kierkegaard dans l'histoire de la philosophie, c'est d'apporter le doute dans la croyance. C'est comme ça qu'elle les repère. Je crois qu'elle a tout à fait raison. Alors, dernier point, peut-être pas, par rapport à la question, c'est, bon, et alors les mathématiques dans tout ça, c'est-à-dire, parce que Badiou est aussi mathématicien, toute sa pensée de l'être est sur la multiplicité mathématique. C'est un assez bon mathématicien, d'ailleurs, j'en parlais avec des mathématiciens qui ont suivi ses conférences et qui le trouvent assez pertinent sur des objets sur lesquels moi-même je n'entends absolument rien. Donc, je ne fais que témoigner. Alors, oui, Pascal est géomètre, et pas n'importe lequel, mais la géométrie n'éclaire pas l'homme sur lui-même, elle ne lui permet pas de lui dévoiler sa propre condition. Alors, il abaisse, en fait, la géométrie, et lui conteste d'apprécier la variété des phénomènes humains. Les sciences abstraites, les mathématiques, sont d'abord un métier pour Pascal, alors peut-être le plus beau du monde d'ailleurs. Pascal est un entrepreneur incroyable, c'est lui qui a inventé, alors aujourd'hui il ne fonctionne pas très bien, mais c'est lui qui a inventé le système de transport parisien, avec le système de carrosse à 5 sols. J'ai fait une petite vidéo si ça vous amuse là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, il a réfléchi, il voulait que le peuple, et ça c'est très bourdieusien et c'est très pascalien, l'idée c'était que le peuple puisse se balader dans Paris comme des princes. Et donc il a créé quelque chose, une sorte de système de carrosse. Il y avait cinq lignes de métro qui partaient de là où il habitait, à Luxembourg. Et en fait, vous pouviez pour 5 sols, qui était un chiffre, un prix psychologique. Parce qu'en plus de ça, Pascal a inventé le management. C'est-à-dire qu'il a inventé toute la réflexion sur le prix, sur l'externalisation des savoir-faire, sur le slogan publicitaire, le carrosse à 5 sols, c'est bien vu, très bien pensé, parce que c'est un prix. Bon. Et on considère, Pascal est encore très jeune, comme vous savez, j'ai lu ça dans un ouvrage qui est consacré à cette aventure incroyable, qui d'ailleurs occupait Pascal l'essentiel du temps. On imagine que Pascal était une grenouille de bénitier qui passait son temps à la messe. Du tout, Pascal, c'était un physicien très malade, qui était entrepreneur et qui organisait le métro parisien. C'était pas du tout ce qu'on s'imagine. Et en revanche, alors je ne sais pas comment ça se calcule ce genre de truc, mais il donnait à peu près d'ailleurs tout ce qu'il gagnait, pour info, mais on considère que ce qu'il gagnait grâce à cette opération industrielle, c'était 250 000 €, l'équivalent de 250 000 € par an. Donc Pascal était pas riche par sa famille, mais par son activité entrepreneuriale, elle était brillante en tout cas, cette activité. Et laissons ça de côté. Donc, Pascal nous dit que la raison scientifique n'a rien à nous dire, de concluant sur l'existence, sur sa puissance propre, et qu'en gros, elle est extérieure à ce que nous sommes. On revient au élément de départ. De sorte que si Pascal applique le même jugement à la science et à la philosophie, finalement, c'est parce que ni l'une ni l'autre ne peuvent comprendre les deux mystères auxquels nous sommes confrontés. Le premier mystère, c'est l'infinité de l'univers, dont nous ignorons jusqu'au premier principe. Alors, on n'ignore pas tout l'univers, il y a des choses qu'on connaît. Et les premiers principes, on est obligé de les supposer. Il n'y a jamais accès. Et ensuite, la mystérieuse affirmation de soi, cette fameuse vie dont je parlais qui ne se voit pas. Une espèce
l'émergence d'un lieu de soi dont on ne sait pas dire grand-chose en réalité, parce que c'est la seule chose qui nous échappe sur le plan de l'objectivité. Et d'ailleurs, il y avait un texte de Jacques Monod, biologiste que vous connaissez peut-être, qui avait écrit sur le hasard et la nécessité, et qui avait écrit cette phrase que Henri discute dans son travail: on n'étudie plus la vie dans les laboratoires. Ben oui. C'est-à-dire que dans les laboratoires, on étudie le vivant, on n'étudie pas la vie. La vie n'a aucune espèce de... Les scientifiques n'ont rien à nous dire sur la vie. Rien. Ils ne disent rien d'ailleurs. D'ailleurs, ça fait des années qu'ils ne l'étudient pas. Comment voulez-vous étudier une chose pareille? Alors, la question que ça me pose, moi, dans mes propres travaux, et dans mon prochain livre, dont je vais faire la promotion très rapidement, qui sort dans 15 jours aux presses universitaires de France, c'est que j'ai appelé érotique de l'administration. Ça nous mène un petit peu loin de notre sujet du jour. Et la question que je pose, c'est évidemment, est-ce que le management est une science? D'après Pascal, non. À l'évidence. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Pascal. Surtout, je pense qu'il y a une partie scientifique qui peut être retenue pour le management. Sinon, des écoles comme la nôtre n'existeraient pas. Il faut bien que la communauté scientifique se mette d'accord sur un certain nombre de notions, sur un certain nombre de principes, etc. Moi, je ne vois pas d'inconvénient à ce qu'on puisse appeler la gestion, science de gestion, même si je trouve préférable d'appeler ça management studies, par exemple. Parce que ça veut dire qu'il y a plus d'ouverture. Il y a plus d'ouverture sur la pratique, il y a plus d'ouverture sur la technique, il y a plus d'ouverture sur la politique, il y a plus d'ouverture sur l'éthique. Si on dit c'est une science, on est déjà sur un... D'ailleurs, c'est un reproche que je ferai aussi aux critical management thinkers. C'est-à-dire que ceux qui considèrent que le management est une science, ça ne peut être rien d'autre qu'une science, et ceux qui sont du côté du management comme phénomène politique considèrent que c'est que de la politique. Mais non, ce qui est intéressant dans le management, c'est les points de contamination entre la technique, la pratique, la science, l'éthique. C'est ça qui est rigolo, c'est ça qui est marrant. C'est pour ça que c'est mon sujet de prédilection, j'ai choisi cette vie-là, c'est parce qu'il y a énormément de choses à penser là-dessus. Bon. Alors le management est-il une science? Pascal nous dit que non. Alors je ne sais pas si j'ai le temps là maintenant de vous parler de Lequier. Je veux bien vous en dire un tout petit mot. Philosophe absolument génial, inconnu au bataillon, mais pas complètement. C'est-à-dire qu'en fait, il se trouve que Lequier est un né en Bretagne. C'est le seul philosophe breton. Il y a des Bretons dans la salle, je ne vois pas. Bon. Vous m'arrêtez si ce que je vous dis vous paraît irrecevable. Il n'y a pas vraiment de philosophe en Bretagne. Moi, je suis angevin, et on est quand même. Mais il n'y a pas de philosophe en Bretagne. Il y a des écrivains, Chateaubriand, Renan. Pas que Renan soit un philosophe. Peut-être Lamennais. Lamennais est un peu philosophe, mais globalement, il n'y a pas de philosophe en Bretagne. Il faudra réfléchir aux raisons pour lesquelles. Enfin, vous. Voilà. Et vous êtes la première. Et Lequier. Et en fait, il est né en Bretagne, il est bon en mathématiques, c'est un point commun qu'il a avec Pascal, et donc il est retenu à l'école polytechnique. Et la chance qu'il a, c'est peut-être la seule chance qu'il a eue dans sa vie d'ailleurs, le pauvre, parce que sa vie n'est pas facile, c'est qu'il rencontre quelqu'un, son camarade de chambrée, qui s'appelle Charles Renouvier. Alors ça, ce nom vous dit peut-être un peu plus quelque chose. Charles Renouvier, c'est le néo-kantisme français à la fin du XIXe siècle. C'est quelqu'un qui a écrit des dizaines d'ouvrages et qui était un auteur très connu dans la France à la fin du XIXe siècle. Et ce Renouvier en question a toujours dit, et ce Renouvier, vous avez, je ne sais pas, 10 pages dans le Breillet, dans l'histoire de la philosophie française, enfin c'est un auteur important, et il dit, toutes mes intuitions, je les tiens de Lequier. Lequier était un génie. Sur la question de la liberté, question fondamentale en philosophie, personne n'a mieux parlé de la liberté que Lequier depuis Aristote. Donc, Lequier est un génie. Sauf que Lequier n'a jamais rien écrit, sauf 4 pages. Alors, recommandation de lecture, et ça j'ai déjà fait, c'est de lire les 3 discours de la condition des grands, mais ça je vous ai déjà fait la leçon, donc je ne vais pas la refaire aujourd'hui. Deuxième texte à lire, la feuille de Charmille. Parce que les 4 pages de la feuille de Charmille, c'est le seul texte que Lequier considérait suffisamment fini pour pouvoir être publié. Et vous avez dans l'histoire du surréalisme, André Breton, dans un texte qui s'appelle Najda, qui est très connu, il y a eu plusieurs éditions, mais dans la deuxième, il y a une espèce de... Enfin, comment dit-on le mot de l'introduction, pas l'épitaphe, mais comment appelle-t-on ça? Le mot... Non, mais avant l'avant-propos. Vous savez, cette citation que vous mettez au début dans un livre pour placer votre ouvrage sous la houlette d'un auteur, ça s'appelle... bon, le nom revient. Enfin, en tout cas, il dédie, sur de dédicace,
Najda a la feuille de charmille, toujours. La feuille de charmille, encore et toujours, quelque chose comme ça. Donc c'est un grand texte, 4 pages, où Lequier défend en gros l'essentiel de son projet philosophique. Ça contraste d'ailleurs avec des philosophes contemporains, je ne citerai aucun nom, qui aujourd'hui ont déjà écrit 120 livres. Je disais ça il n'y a pas très longtemps. Je ne citerai pas son nom. 120 livres. Lequier, 4 pages. Alors si j'ai un conseil à vous donner, lisez Lequier. Lisez Lequier. Et alors, Lequier il est intéressant parce que, en fait, Renouvier va regrouper tous les textes de Lequier et il va les envoyer aux 100 personnalités de la sphère intellectuelle française et internationale. Ça va devenir d'ailleurs un bouquin au PUF que Marion va par la suite éditer aux presses universitaires de France. D'ailleurs, est-ce que je vous ai montré ça? Qu'est-ce que c'est? Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Donc, il y a l'ensemble des œuvres de Lequier, donc la recherche d'une première vérité au PUF. Et à droite, c'est le bouquin que j'ai publié il y a 15 jours, qui est le premier livre en anglais sur Lequier. Vous imaginez bien que Lequier n'est pas un phénomène de librairie absolument dément. Donc, bon, c'est un truc très émouvant pour moi, mais enfin bon, ça n'a pas fait la une du New York Times. Hein, c'est vraiment... bon. Mais, en tout cas, pourquoi Lequier est important? Alors, il est notamment important aux États-Unis. Pour une raison simple, c'est que Renouvier envoie les notes de Lequier à James, qui est professeur à Harvard, qui va beaucoup influencer Bergson, qui est pragmatiste américain, qui est un personnage influent, et qui va considérer que Lequier est vraiment génial. C'est le mot qu'il utilise, genius. Et effectivement, James va utiliser Lequier, donc Bergson va être sensibilisé à qui est ce Lequier. Ensuite, la première thèse qui sera faite sur Lequier est faite par Jean Grenier, qui est le professeur de lycée de Camus. C'est celui qui révèle Camus, en fait, à lui-même. Ce fameux Jean Grenier, qui devient ensuite l'un des membres du comité éditorial de Gallimard, qui refuse Lequier chez Gallimard, notamment à cause d'un certain... Alors, JPS, on suppose que c'est Jean-Paul Sartre, mais on n'en est pas tout à fait sûr, qui trouve que, non pas les écrits de Lequier, mais la thèse de Grenier ne peut pas être publiée chez Gallimard. Non pas les écrits de Lequier, mais la thèse de Grenier. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que quand vous lisez Sartre, il y a des passages, c'est du Lequier, c'est-à-dire c'est du copier-coller Lequier. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle son petit camarade Aron en avait un peu marre de déjeuner avec Sartre, parce que Sartre était quelqu'un qui, effectivement, quand vous discutiez avec lui, avait tendance, mais bon, les philosophes fonctionnent comme ça, prennent beaucoup de ce qu'on leur dit. Et Sartre connaissait Lequier très bien. Je ne l'accuse pas de plagiat, je dis simplement que Sartre connaissait très bien Lequier. Et Jean Grenier, c'était aussi un professeur d'H4, où a été comme étudiant Michel Henry, qui est un phénoménologue important, et qui lui-même a bien connu Lequier, certainement. Donc en fait, si vous prenez tous les philosophes français, vous vous rendez compte que Lequier est quelque part, et il y a un texte fabuleux d'un philosophe français jeune qui s'appelle Tristan Garcia, que vous connaissez certainement, qui a écrit un petit texte aux éditions Léo Cher il y a quelques temps, qui s'appelle Ce qui commence et ce qui finit. Ce qui commence et ce qui finit. Commencement et fin, c'est évidemment la question de Lequier. Et en fait, dans ce texte, il explique que la philosophie française va de Lequier à Badiou. Et sa thèse, c'est celle-là, c'est de montrer qu'en fait, il y a une systématicité allemande, et il y a, on pourrait dire, une théorisation du singulier chez Lequier. Et cette théorisation du singulier, puisque Lequier défend la liberté, donc s'oppose au déterminisme de son temps et au positivisme de son temps, et Garcia, en fait, va expliquer que cette théorisation du singulier, c'est le cœur même de la philosophie française. C'est la différence chez Derrida, c'est le multiple chez Deleuze. Mais on pourrait dire que c'est aussi le queer, c'est aussi la pensée sauvage, c'est aussi le potlatch, c'est aussi la singularité, c'est aussi l'événement chez Badiou, c'est aussi la grâce chez Simone Weil. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une théorisation du singulier qu'on trouve pour la première fois chez Lequier. Donc, c'est sa thèse, mais je la trouve très pertinente, très, très percutante, pour dire que l'identité de la philosophie française, s'il fallait en trouver une, parce qu'évidemment c'est un sujet un peu compliqué, il y a aussi de la francité chez les Allemands, il y a aussi de la germanitude chez les auteurs français, tout ça est évidemment pas découpé comme une carte, mais en tout cas, Lequier a une importance non négligeable et de plus en plus reconnue, donc par Tristan Garcia, mais par Frédéric Worms, qui est le patron de l'ENS aujourd'hui, qui a fait en 2014 un colloque à l'ENS sur les 150 ans de la mort de Lequier,
ou de la naissance de Lequier, l'un ou l'autre, en tout cas célébrant sa vie, ce qui a été sa vie. Et puis quelqu'un comme Robert Misraï aussi, qui est un de mes professeurs à Paris 1, qui est un spinoziste alternatif, on va dire, atypique, considère aussi Lequier comme un grand philosophe, etc. Donc il y a quand même toute une espèce de... Bon. Alors qu'est-ce que nous dit Lequier et qu'est-ce qu'il vient faire dans cette affaire-là? Et en fait, là encore, je reprends les catégories baduviennes en disant que ce qui est de l'ordre du pari chez Pascal et ce qui est de l'ordre du choix et de l'alternative chez Kierkegaard, ce qui va intéresser Lequier, c'est la question de la recherche, c'est la question du ménon. Vous savez, comment rechercher quelque chose que vous ne connaissez pas, cette espèce de contradiction dans les termes. Ou chercher quelque chose que vous ne connaissez pas. C'est vrai. Et donc, chez Lequier, il y a une résolution, s'opposer au philosophe, chercher, il y a une action, il y a un faire, et donc toute la philosophie lequérienne est autour de la question du faire. Faire, non pas devenir, dit-il, et en faisant se faire. Donc toute sa philosophie est autour de cette phrase-là. Non pas devenir, mais faire, et en faisant se faire. C'est cette phrase qu'on trouve chez Sartre, par exemple. Et puis il y a une troisième partie qu'on pourrait appeler le commencement. C'est pour ça que le dernier chapitre de mon livre, c'est le commencement. C'est-à-dire ça se termine par le commencement. Et un commencement qui ne serait pas, pour utiliser les termes d'Agamben, un commandement, qui serait un vrai commencement. Alors, je ne sais pas si je dois aller très très loin là-dessus, mais on retrouve en fait cette mécanique qui consiste à, je dirais, déconsidérer les philosophes, faire ce geste affirmatif de la liberté, dans la feuille de Charmy notamment, cette première vérité qui est issue de la recherche proprement dite, et enfin, une accumulation de catégories anti-philosophiques existentielles nouvelles qui sapent le discours philosophique. Ce sont là, en gros, les quelques articulations, pour dire les choses un peu rapidement, de la pensée de Lequier, et qui donne d'ailleurs la matrice générale de l'essai que je vous montre juste derrière. Alors, vous me laissez quoi, 5 minutes pour conclure? 5-10 minutes? Ça va? 10 minutes si vous voulez. Alors, je vais finir sur 2 éléments, et puis après on discutera, parce qu'on aurait pu prendre chacune des parties de l'essai, d'avancer un peu là-dessus, mais ça va être un peu long. Moi, je voudrais juste finir sur, ou cheminer vers la conclusion, on va dire, à partir d'une réflexion peut-être un peu plus simple, mais qui est très parlante, je crois, et qui est très significative sur ce que peut être une antiphilosophie à la manière de Pascal et Kierkegaard, c'est la spécificité de l'écriture antiphilosophique, le style antiphilosophique. Parce qu'évidemment, le troisième antiphilosophe, c'est Nietzsche. Alors c'est un antiphilosophe antichrétien, bien sûr. Mais Nietzsche dit « j'écris sous la dictée de Pascal ». Nietzsche a été frappé par Pascal. Nietzsche dit « il ne s'est rien écrit depuis Pascal, les Allemands ne comptent pas ». Donc, il y a une affinité, une fraternité, une proximité entre les philosophes qui est bien plus grande que ce qui peut les distinguer sur le plan de la croyance ou de la foi, qui n'est pas le sujet. D'ailleurs, Nietzsche était frappé parce que le peu qu'il avait lu de Kierkegaard, dans une correspondance, il dit il faut absolument que je me concentre sur ce problème de Kierkegaard, et c'est une semaine après que son esprit s'égare et que le Nietzsche auteur disparaisse. Donc, on ne saura jamais vraiment ce que Nietzsche aurait pu penser de Kierkegaard, puisque malheureusement, il n'a pas été capable. Mais en tout cas, il y a eu une rencontre entre Nietzsche et Kierkegaard. Il y aurait d'ailleurs un récit à faire là-dessus, une histoire à raconter sur qu'est-ce qu'aurait pu dire Nietzsche sur Kierkegaard. Parce qu'il en avait l'intention. Alors, est-ce que le rapport à l'écriture est le même chez Pascal et Kierkegaard? Évidemment, il y a une projection totale de Kierkegaard dans l'écriture. C'est quelqu'un qui écrit tout le temps. Il y a un pupitre chez lui, il y en a plusieurs d'ailleurs. Il passe le soir, il boit du café, il fume, et il écrit partout. Son journal est absolument génial. S'il y a une œuvre, j'ai dit que Badiou était génial, alors si Badiou est génial, je ne sais pas quel mot inventer pour Kierkegaard. C'est évidemment le plus grandiose des journaux qu'on puisse imaginer. C'est original, drôle, absolument inattendu, ça mélange la vie, sa vie personnelle, le siècle d'or danois,
Hegel, les Allemands, le commerce, sa famille, son père, enfin bon, tout ça, c'est absolument extraordinaire. Donc il y a une plongée de Kierkegaard dans l'écriture qu'on ne retrouve pas chez Pascal. Parce que Pascal, en fait, a peu écrit. Si on enlève les pensées, il n'y a pas grand-chose de Pascal. Il y a des traités sur les coniques, qui est à son nom, et puis les provinciales, c'est lui, mais pas vraiment, parce qu'en fait, Nicole et quelques autres lui fournissaient des docs et ils rédigeaient, mais en fait, il y a pas, le corpus est relativement restreint. Mais ce qu'on constate, c'est deux choses. D'abord, la forme est à peu près la même, c'est-à-dire qu'on est sur des formes fragmentaires. On est sur des considérations inactuelles au sens de Nietzsche, on est sur des pensées, on est sur des propos, et on n'est pas du tout sur des livres qui vont s'appeler Du principe des choses ou ce genre de choses. Kierkegaard appelle ses ouvrages miettes philosophiques, c'est toujours extrême. C'est bien pour dire que tout ce qui va être raconté ne fait pas système. Qu'on ne s'attende pas à avoir un système, parce qu'on ne le trouvera pas. Le post-scriptum philosophique. Alors c'est drôle parce que le post-scriptum c'est la plus grosse, enfin avec le livre d'esthétique, mais le post-scriptum c'est 500 pages, je crois, donc c'est rigolo, il a appelé ça post-scriptum, mais c'est les lignes philosophiques, c'est 120 pages, et le post-scriptum c'est 500 pages. Alors il y a cette forme-là. Il y a un autre élément qui est très amusant, c'est que les deux en fait considèrent l'écriture comme un masque, puisque l'un et l'autre utilisent des pseudonymes. Alors, chez Kierkegaard, c'est très connu avec Constantin Constantus, Anticlimacus, Vigilius Offniensis, etc. Mais Pascal, même chose. Pascal n'écrit pas de son nom. Il utilise Amos de Tonville, c'est des anagrammes de son nom. Il utilise Louis de Montalt, mais il n'écrit pas sous le nom de Blaise Pascal. Ça, c'est amusant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un caractère théâtral de leur œuvre, qui perce d'ailleurs dans les provinciales de Pascal, et aussi dans les pensées. Par exemple, l'argument du pari, c'est un dialogue, en fait. C'est un dialogue avec le libertin, c'est un dialogue. L'argument du pari est dialogué, en fait. Et puis on se souvient chez Kierkegaard, dans le traité du désespoir, de l'histoire du bourgeois qui prend son petit déjeuner au lit, son jour en famille, et tout d'un coup se précipite à la fenêtre en criant « du possible, sinon j'étouffe ». Donc là encore, on est dans une théâtralisation de l'écriture philosophique. Et qu'on ne retrouverait que chez Nietzsche. Quels sont les philosophes de la tradition qui ont comme ça des formulations très théâtrales, fragmentaires, de mise en scène? Il y en a sûrement d'autres, hein, mais ils sont peu nombreux. En fait, les philosophes, ils font des traités structurés, systémiques. Voilà. Et puis, dernier point, mais je ne vais pas insister là-dessus, mais on le comprend bien, c'est que les deux sont très polémiques. Et là, Badiou a raison, c'est-à-dire que les antiphilosophes sont des polémistes, sont des opposants à l'intérieur de la philosophie. Alors ils sont contre ceux qui prennent la chose, l'objet pour la chose, ils luttent contre la fausse croyance, ils luttent contre un objecteur clairement identifié, enfin il y a une lutte. Et il y a une moquerie, comme on l'a dit avec Pascal, et d'ailleurs le professeur de Kierkegaard s'appelait Paul Moller, m'appelait, dit-il, Kierkegaard, l'homme le plus traversé de polémique intérieure. Ce qui caractérisait Kierkegaard, c'était d'être traversé par une polémique intérieure. Alors, je vais conclure mon intervention, je vous remercie de m'avoir écouté pendant 1h20 ou 1h15, c'était un peu plus que ce qu'on avait prévu au départ. Je vais vous épargner ces trois mouvements de l'antiphilosophie du christianisme tel qu'il est présenté dans mon livre, et je vais en venir aux conclusions pour essayer de donner comme ça 2-3 idées qui peuvent peut-être émailler la discussion, et puis en guise de synthèse de tout ce que je vous ai raconté. Alors, peut-être que le premier élément... alors, on pourrait dire que l'antiphilosophie essaie de dire, je dirais, la puissance et l'impuissance de la philosophie. La puissance dans des domaines où on ne l'attend pas, c'est-à-dire, en gros, le management et le leadership, ce qu'on a dit au début. On pourrait même s'en passer si on pouvait. Et puis l'impuissance de la philosophie dans le domaine de la conviction, dans le domaine de la foi, dans le domaine de la croyance, qui est un domaine important.
puisque ne pas croire, c'est croire qu'on ne croit pas. Enfin, on ne peut pas ne pas croire d'une manière ou d'une autre. C'est pas une question qui concerne que les croyants, cette affaire. C'est une question qui concerne aussi les incroyants, bien entendu. Enfin, les incroyants qui ne sont jamais que des croyants dans une forme de croyance qui est la leur et qui n'est pas... Enfin, bref, on reste toujours, évidemment, sur un enjeu universel, d'une certaine manière. Et là, pour le coup, Pascal et Kierkegaard nous disent qu'on a donné à la philosophie, dans le domaine de la croyance, plus d'importance qu'on aurait dû. Donc, pas assez d'importance dans la gestion de la cité, mais trop d'importance dans la question de la vie personnelle et de la croyance, et de la foi, et de l'engagement, et de l'acte. Alors, est-ce que ce sont des chrétiens ou est-ce que ce sont des philosophes? Question redoutable. Évidemment, je n'ai pas la réponse, mais j'essaie de poser la question de cette manière-là. Sont-ils seulement chrétiens, et de ce simple fait auteurs religieux, ou même théologiens, si on veut, ou sont-ils des individus isolés dans l'histoire de la pensée, et doivent-ils du même coup être baptisés du nom de penseurs subjectifs? Lorsqu'ils s'expriment au nom de leur foi, ont-ils cessé du même coup d'être philosophes, avant de dénoncer que la philosophie du dogme, ou la vérité du dogme, est vérité du point de vue de la philosophie, de justifier la croyance grâce à la philosophie des premiers principes? Bon. Bref, est-ce qu'ils sont d'abord chrétiens lorsqu'ils philosophent, ou est-ce qu'ils sont à l'inverse des chrétiens philosophes, c'est-à-dire des chrétiens qui s'inscrivent dans l'histoire de la pensée comme philosophes et non comme chrétiens? Des chrétiens qui seraient en quelque sorte, et aussi et surtout des philosophes, ou plus exactement des antiphilosophes. Bon, c'est l'objet de mon texte qui fait 500 pages initialement et 200 pages, 250 pages en édition anglaise récente. Donc je ne peux pas y répondre comme ça. Mais en tout cas, c'est une question intéressante à se poser, bien sûr. Alors, il y a un troisième élément qui, Badiou s'amuse un petit peu en disant, bon, les antiphilosophes, c'est pas des joyeuderies, hein, quand même, hein, on rigole pas beaucoup. Moi, je trouve qu'on rigole beaucoup en lisant Pascal et Kierkegaard, mais bon, Badiou, apparemment, ne goûte pas cette humour-là. Il dit finalement, les antiphilosophes, c'est des grands tourmentés. Le bonheur n'est pas fait pour les joyeuderies, une certaine dose de désespoir est la condition du bonheur réel. Alors, ça, c'est très discutable. Hein, c'est très discutable. Il semble dire que les fragmentaires sont moins drôles que les monumentaux, c'est-à-dire Hegel, etc. Bon. Mais là où c'est intéressant, c'est que peut-être qu'au fond, à la fin des fins, la différence entre philosophe et antiphilosophe, c'est qui est sérieux et qui ne l'est pas. C'est-à-dire, c'est la différence entre le comique et le sérieux. On revient à la question de Bourdieu tout à l'heure. Qui sont les sérieux et qui sont les joyeuderies, hein, qui sont les comiques et qui ont quelque chose d'important à nous dire. C'est là que ça se joue. Je n'ai pas la réponse, hein, mais enfin, c'est là que ça se joue. C'est-à-dire, c'est pas seulement, comme je disais tout à l'heure, la différence entre le réel et l'illusoire, c'est la différence entre le comique et le sérieux. Qu'est-ce qui est drôle et qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce qui est sérieux et qu'est-ce qui ne l'est pas? Et puis peut-être pour conclure tout ce que je vous ai dit, je finirai là-dessus, il y a un commentaire, je suis en train de réécouter, je ne sais pas si j'imagine que vous avez tous regardé ça, mais il se trouve que l'abécédaire de Deleuze est maintenant en ligne sur YouTube. Ce n'était pas le cas il y a quelques années, mais maintenant je crois que vous avez à peu près tout l'abécédaire en ligne. Ça vaut vraiment le coup d'être écouté. Passionnant de bout en bout. Et dans Image mouvement, Deleuze revient sur le pari pascalo-kierkegaardien, et il en propose une analyse qui est vraiment très juste, et que je vais juste là vous signaler au passage. De Pascal et Kierkegaard se développait une idée très intéressante. L'alternative ne porte pas sur des termes à choisir, mais sur des modes d'existence de celui qui choisit. Le pari de Pascal ne dit pas autre chose. L'alternance des termes est bien entre l'affirmation de l'existence de Dieu, sa négation et sa suspension, mais l'alternative de l'esprit est ailleurs. Elle est entre le mode d'existence de celui qui parie que Dieu existe et le mode d'existence de celui qui parie pour la non-existence ou qui ne veut pas parier. Donc ça, c'est intéressant. La différence, c'est pas de savoir si on croit en Dieu ou pas. Croyez-vous en Dieu? Ne me posez pas cette question à la fin de ma présentation. C'est-à-dire, j'aurais rien dit de pertinent. Ce que Deleuze dit ici, c'est que ce qui est intéressant, c'est, puisqu'on en reste à l'idée que la philosophie, c'est la vie, c'est l'existence, c'est l'appropriation personnelle d'une vérité, ce qui est intéressant, c'est que ce qui distingue celui
qui croit de celui qui ne croit pas, c'est la manière que les deux ont de vivre. C'est pas le fait qu'il croit ou qu'il ne croit pas. D'ailleurs, qui peut dire qu'il croit ou qu'il ne croit pas, et qui sait que son voisin croit ou ne croit pas? Enfin, tout ça n'a aucun intérêt, en tout cas aucun intérêt philosophique. Là l'intérêt marqué par Deleuze me paraît beaucoup plus fort. Alors, selon Pascal, seul le premier a conscience qu'il s'agit de choisir, le second ne pouvant faire leur choix qu'à condition de ne pas savoir ce dont il s'agit. Bref, le choix comme détermination spirituelle n'a pas d'autre objet que lui-même. Je choisis de choisir, et par là même, j'exclus tout choix fait sur le mode de ne pas avoir le choix. Ce sera aussi essentiel de ce que Kierkegaard appelle l'alternative, et Sartre, choix, dans la version athée qu'il en donne. Donc je vais conclure là-dessus. Deleuze indiquait en fait que la différence essentielle entre celui qui parie et celui qui refuse de le faire est moins dans le choix que l'un fait et que l'autre ne fait pas, qu'entre le choix d'existence de celui qui choisit l'existence de Dieu par rapport au mode d'existence de celui qui ignore qu'il doit, lui aussi, ou elle aussi, faire un choix. Donc l'alternative de l'esprit se situe entre un premier terme qui ne choisit pas de choisir, parce qu'il a choisi, enfin non pas parce qu'il a choisi, mais parce qu'il n'a pas de choix, il doit choisir, et un autre qui ne choisit pas, parce qu'il ne sait pas qu'il s'agit, pour lui, de choisir. Donc en faisant le choix d'un mode d'existence contre un autre, en prenant conscience de son orientation irrévocable, il y a alors des choix d'existence que je ne peux plus faire, et des styles de vie, notamment philosophiques, pour lesquels il m'est dorénavant impossible d'opter. Donc, on pourrait dire, pour conclure définitivement, là est l'essentiel en effet de l'orientation éthique générale de nos deux auteurs. Donc la vraie alternative n'est pas entre philosophie et non-philosophie, ou entre bien et mal, ou entre le pari pour ou contre l'existence de Dieu, mais entre le mode d'existence de celui qui a confiance en la parole de Dieu et celui qui n'y attache aucun crédit, qui considère que c'est une farce. Donc c'est par l'acte, par les choix de vie, par les résolutions pratiques, et en cela on ne peut que souscrire au propos de Deleuze qui considérait que la foi crève le plafond de la religion, que nous pouvons qualifier ces antiphilosophes d'existentialistes et d'immanentistes tout à la fois, le philosophé anti-philosophique, ainsi que nous avons tenté de le démontrer, réside dans ce mouvement qui est donc avant tout un geste et un acte. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup d'avoir été là.